On voulait venir en communauté de communes justement pour partager certains problèmes que nous avions. Par exemple la voirie qui était quelque chose de très important pour nous, petites communes. Dans ma fonction de faire de la politique, si vous voulez, je suis déjà très communautaire et je trouve que de toute façon on ne reviendra plus en arrière, on ne peut plus revenir en arrière. Ce que je trouve très enrichissant, c'est de rencontrer les maires des autres, de la communauté de communes. Pour moi, c'est un état d'esprit, hein, où on est intercommunal ou on n'est pas. Hein. L'engagement d'un conseil communautaire, c'est en effet l'écoute, c'est aussi la lecture des textes parce que nous avons des obligations à respecter. Une communauté de communes, elle a quand même en charge des choses très importantes et surtout elle peut servir de moteur. Ça m'a appris qu'il faut réfléchir toujours en termes de territoire. On n'est pas apte, sensate, on est une interco, quoi. C'est un conseil. Pas de questions. Des questions sur le dernier bureau du 5 décembre. Le Pays d'Apt Luberon, communauté de communes composée de 25 communes, est né de la fusion au 1er janvier 2014 entre la communauté de communes Pays d'Apt et Pont-Julien et de l'intégration des communes de Bioux et Joucas. On peut dire que 4 lignes de force ont guidé notre démarche dans cette coopération intercommunale. Alors d'abord vraiment le service à l'habitant pour que tout le monde puisse par exemple aller au travail avec la création de nombreuses crèches ou la reconstruction de nombreuses crèches. C'est une des compétences les plus importantes puisqu'il s'agit là d'environ la moitié de nos employés qui travaillent pour la petite enfance. Bien entendu le développement économique qui est un peu la compétence phare des communautés de communes avec notamment la création d'une nouvelle zone d'activité complètement terminée à ce jour et on va dire presque tout occupée avec des entreprises novatrices mais aussi la défense du petit commerce avec la création d'un FISAC qui permet à ce jour de maintenir la communauté de communes dans la bataille de la préservation du petit commerce, que ce soit en ville ou dans les petits villages. On a aussi vraiment beaucoup insisté dans ce mandat sur la solidarité et l'équilibre entre toutes les communes. Ça va de la plus petite de nos communes, la Garde d'Apt avec 39 habitants, jusqu'à la ville-centre qui est la ville d'Apt, de façon à ce que toutes les communes y trouvent leur compte. La 4e grande ligne qu'on va vraiment développer sur le prochain mandat, ça va être le développement durable, les énergies renouvelables, où on va consacrer beaucoup plus de temps et d'argent à cette thématique qui est très importante et un chargé de mission. Donc ça va être notre fil rouge tout au long du mandat. On est 25 communes dans cette communauté de communes, donc l'idée c'est que vraiment les gens se retrouvent et qu'on passe de l'idée de la gestion à l'idée de projet. Après je dirais que c'est valoriser, donc parler à l'extérieur d'une seule et même voix et promouvoir l'ensemble d'un territoire pour effectivement avoir davantage de poids face à d'autres intercos. La ville d'Apt étant quand même la ville-centre de la communauté de communes, même si on est 25 communes et qu'on a tous notre importance, de ce fait-là, il était important que nous soyons représentés à la communauté de communes parce qu'on a un véritable rôle de centralité, c'est-à-dire qu'en fait, on offre des services aux habitants du Pays d'Apt et des 25 communes. On pourrait citer la MJC, on pourrait parler des piscines, on pourrait parler des stades. Donc il était bien entendu très important que nous soyons représentés et que nous puissions porter la parole de tous les habitants pour offrir de meilleurs services aux habitants du Pays d'Apt. Je dois dire également qu'on a une intercommunalité qui fonctionne bien. On est des maires issus, on va dire, peut-être de différentes sensibilités. Mais je crois qu'on a su mettre en avant la défense du territoire et l'intérêt général qu'on a sur le territoire. Et on a même été félicité, je dirais, par le préfet, parce que notre interco fonctionne bien et on s'entend bien.
Suite à la fusion, le challenge a été d'exercer les compétences le plus équitable, on va dire, possible sur l'ensemble de notre territoire, sur les 25 communes. Alors, bien évidemment, la petite enfance, ça a été une compétence qu'on a pris il y a déjà longtemps, mais qu'il a fallu adapter par rapport à la fusion. Aujourd'hui, on répond aux besoins sur tout le territoire. Pour être tout à fait honnête, en 2014, lorsque je suis arrivée élue maire pour la deuxième fois à la communauté des communes, j'ai tout de suite été pressentie par mes collègues maires, et donc ça je les remercie, à la petite enfance et au tourisme. Les deux me convenaient, j'ai choisi de m'investir donc dans la petite enfance. Voilà. Donc c'est le plus gros service de la collectivité, puisque donc nous avons 98 employés en 2019. Nous sommes structurés en 7 crèches, le relais d'assistance maternelle et le guichet unique, le LAEP. Déjà, il concourt au développement et à l'attractivité du territoire, mais une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'on insiste sur le développement économique et l'attrait de la région, parce que notre taux a un petit peu baissé en 2019. 2020 rattrape bien. Le projet d'établissement varie en fonction des personnalités, enfin, ou tout au moins du bon vouloir et des possibilités d'accueil de chaque structure. On est à Cazeneuve, sur les hauteurs du Pays d'Apt. Donc on est au Pitchoun, qui est une crèche qui accueille 15 enfants tous les jours. Ils sont accueillis par une équipe qui est pluriprofessionnelle. On y retrouve donc des EJE comme moi, qui sommes éducatrices de jeunes enfants et en direction, des auxiliaires de puériculture, des CAP petite enfance et une infirmière qui est présente une fois par semaine sur la structure. Et du coup, on peut continuer à habiter à la campagne tranquillement, paisiblement et avoir les mêmes services que les citadins. Regarde, voilà, c'est ça, c'est ça. Lève la tête, génial. Au Pitchoun, depuis 3 ans, on a la petite particularité de proposer 2 ateliers. Donc on utilise la langue des signes avec les enfants et entre nous dans l'équipe. Et on propose aussi des ateliers yoga. Tout en haut sur la montagne, il y a des arbres immenses. Comment vous faites l'arbre? Montrez-moi. L'objectif de ces projets était de proposer des outils aux enfants et à l'équipe pour travailler sur le corps d'une façon différente de l'atelier classique de motricité. Et on a des enfants qui sont du coup très sereins et une équipe qui est très sereine aussi. Et c'est beaucoup plus agréable à travailler au quotidien. Ici, le projet phare qui nous tient à cœur depuis déjà 1 an et demi, c'est de travailler sur l'environnement, sur notre impact écologique. Et donc, on a mis en place, ça fait maintenant un peu plus d'1 an, les couches lavables. C'est-à-dire que les enfants sont en couche lavable toute la journée. L'équipe est très fière et très heureuse de ce projet qui nous permet de nous inscrire dans une démarche beaucoup plus responsable. Au niveau volume de déchets, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on diminue de moitié les sacs de déchets dans une journée. Et puis ce projet aussi a vu le jour parce que le CIRTOM a fait des belles promotions sur les couches lavables pour les particuliers et on a pu s'y inscrire aussi. Donc on a eu des couches lavables à prix défiant toute concurrence. Donc c'est comme ça qu'on a commencé le projet. C'est un très beau projet politique de la communauté de communes. Moi j'y crois. J'ai été ravie de travailler les 4 premières années vraiment sur la petite enfance, sur nos crèches. Maintenant c'est lancé. Les 2 dernières années, je les ai consacrées à la jeunesse, avec notre centre social Loupasquier et avec donc les structures d'APT, bien entendu. Donc, et depuis 2 ans, effectivement, on voit que les activités du centre social en faveur de la jeunesse se déplacent sur Saint-Saturnin, sur Gargas, sur Ustrel. Il y a des actions qui se font. Donc, c'est le véritable rôle d'un centre social de la ruralité. Un de nos fleurons, le conservatoire de musique. Quand nous avons récupéré cette compétence, c'était une école de musique municipale. Aujourd'hui, grâce à l'intervention de Michel Rey et de ses équipes, nous sommes conservatoire de musique depuis plusieurs années. On a 470 élèves. On s'occupe à travers le conservatoire de pratiquement tous les élèves scolarisés sur les 25 communes. On a aussi l'orchestre à l'école qui nous permet de nous occuper des enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce type d'horizon ouvert devant eux. Mais nous avons aussi, et ça c'est quelque chose d'important pour nous, un mécène qui va nous aider pour
atteindre l'enfance qui n'a pas le loisir de pouvoir payer une adhésion au conservatoire de musique et qui va nous aider sur 3 ans financièrement de façon assez importante. Il est à noter aussi que le conservatoire est maintenant responsable de toute la partie culturelle de la communauté de communes. Ça nous a semblé logique. On fonde beaucoup d'espoir sur cette prise de compétences culture par le conservatoire. La spécificité de notre établissement, c'est que depuis quelques années, on s'est intéressé à savoir quel était vraiment l'impact de nos actions sur le territoire. Alors dans un premier temps, on a travaillé sur la relation avec les publics amateurs. Qu'est-ce que deviennent les élèves du conservatoire une fois qu'ils sortent du conservatoire? Est-ce que ça a une influence sur la pratique amateur ou pas? Le résultat de ce premier travail nous avait montré que le conservatoire finalement avait un rôle un petit peu central au niveau de la pratique amateur, puisqu'il mettait en réseau à la fois des musiciens amateurs, des artistes du territoire, des élèves en formation, et que tout ça, ça crée une dynamique sur le territoire. Et de fait, il y a des familles qui sont là sur plusieurs générations, qui finalement restent fidèles au conservatoire et en dehors de ce cadre-là ne pratiqueraient pas la musique. Et on pense très fortement que l'art peut contribuer au vivre ensemble. Et je crois que dans un moment de société qui est traversé quand même par plein de difficultés aujourd'hui, on le voit autour de nous, c'est important que des structures publiques, et notamment des structures publiques d'enseignement artistique, se posent ces questions-là, de leur utilité, non pas simplement sur le plan de l'éducation à l'art, mais c'est aussi sur la question de l'éducation par l'art à la citoyenneté. Après, bon, bien sûr, le tourisme, qui est une compétence très importante puisque ça recroise l'économie. La restauration de la gare que nous avions achetée il y a quelque temps pour faire un vrai symbole du tourisme à l'entrée de la ville-centre de notre territoire, pour vraiment que le touriste, quand il arrive, puisse se rendre compte que c'est quelque chose que nous traitons de façon moderne et efficace. Nous sommes dans l'office intercommunal du Pays d'Apt-Luberon. Situé dans l'ancienne gare, il a gardé son but initial, à savoir accueillir les voyageurs. Avant, ils arrivaient en train. Aujourd'hui, ils viennent pour récupérer des informations touristiques. Nous vivons dans une région magnifique. Quel que soit l'endroit où on regarde, on a un paysage, une couleur, que ce soit des vignes, de l'ocre, des arbres, des fleurs. C'est ce qui attire énormément de touristes sur notre territoire, puisque nous accueillons chaque année plusieurs millions de personnes. Tous les 2 ans, nous organisons avec les professionnels de l'ocre la fête de l'ocre. Et ça permet de mettre en avant le patrimoine et l'histoire de ce pigment qui a façonné tout le paysage du Pays d'Apt-Luberon. Les journées sont rythmées par plusieurs marchés. Nous avons 25 communes au sein du Pays d'Apt-Luberon, donc chaque jour il y a à peu près un marché un petit peu de partout. Et bien entendu le marché du samedi à Apt, qui est un des plus renommés de PACA. Nous avons la chance d'avoir un relief intéressant. Il permet de satisfaire l'ensemble des touristes, que ce soit les randonneurs, les amateurs de VTT ou plus particulièrement la véloroute qui permet aussi de parcourir le pays. Pour rendre un territoire attractif, je pense qu'il y a des lieux déjà qui, par leur présence, comme les Ocres, comme une ville telle que Apt, portent déjà le territoire de manière touristique. On n'est pas tant là pour le faire découvrir, ils se suffisent à eux-mêmes en fait, simplement. Ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Nous, on est juste là pour les révéler. On peut bien lire des bouquins comme Le Routard ou des guides touristiques qui nous vantent des lieux exceptionnels, comme partout en France. C'est vrai que ce qu'on vient chercher encore dans les offices de tourisme, c'est le côté expérience. Je veux rencontrer quelqu'un qui vit sur le territoire et qui le partage. On a besoin d'être représenté un peu comme un beau magasin. On passe dans la rue et une vitrine va attraper l'œil et on va vouloir y rentrer dans ce magasin. Alors nous, la différence, c'est qu'on n'a pas de matériel physique, à part des brochures papier pour faire rêver les gens, mais effectivement, une vitrine aussi belle que celle-ci, elle nous permet de convaincre beaucoup plus facilement autant des locaux que des touristes à rentrer, passer la porte d'un office de tourisme pour commencer une discussion, voilà, pour échanger, partager. Pour être performant et efficace, je dirais que l'un office de tourisme, il doit se positionner sur 2 choses très importantes. Pour moi, c'est la proximité et puis, forcément, la digitalisation. Être sur le web, innover. Voilà, ça c'est, je pense, très important quand on est directeur d'office de tourisme.
Une autre très grosse compétence qui ne se voit pas beaucoup, c'est l'eau et l'assainissement, parce que bien entendu, ce sont des réseaux souterrains. C'est aussi une compétence qu'on a depuis le 1er janvier 2010. Ça n'a pas été simple au début, mais aujourd'hui, on assure l'assainissement sur tout le territoire et l'eau sur une bonne partie du territoire. On est à la pointe du combat avec des compteurs télérelevés, avec des flashs informatiques sur les excès de consommation d'eau qui nous permettent, par exemple, d'avertir la population quand la consommation d'eau devient un petit peu trop importante. On est averti, nous, informatiquement, immédiatement. La préservation de la ressource en eau est un enjeu majeur pour la communauté de communes et c'est même un défi essentiel. La communauté de communes réalise des programmes de renouvellement de réseau et déroule un programme de réduction des volumes perdus par l'installation de débitmètres. Les débitmètres sont des appareils de mesure permettant de quantifier les volumes d'eau qui passent dans le réseau. Entre 2018 et 2019, la communauté de communes a ainsi installé 78 débitmètres, soit au niveau des réservoirs, soit directement sur les réseaux de distribution, sur des points et des secteurs bien définis. L'eau potable est la denrée alimentaire la plus contrôlée, et sur notre territoire, elle est de très bonne qualité. Nous sommes dans le bureau du pôle exploitation du service des eaux. On a des électromécaniciens, des techniciens réseau. Donc c'est ici que nous avons nos postes donc voilà, de télésurveillance. Après la journée, suivant les missions de chacun, on va aller plus ou moins du coup sur le terrain parce que c'est un métier où on est amené à faire pas mal de terrain. Moi je suis technicien réseau, donc je suis sur la partie eau potable. La recherche de fuites, ça va être les problématiques liées aux coupures d'eau pour les travaux. On a un travail de surveillance grâce à notre outil de supervision. On a des compteurs en départ de bassin et sur le réseau d'eau potable pour savoir les débits que nous distribuons aux abonnés pour déterminer les fuites, si fuite il y a, pour ensuite aller rétablir la situation. Je m'occupe également de la partie qualité qui est quelque chose de très important. Donc voilà, traitement au chlore, donc pour que l'eau que nous distribuons aux abonnés soit de bonne qualité et répondre aux exigences de l'Agence régionale de la santé en termes d'hygiène sanitaire. Le but du jeu, c'est de distribuer une eau de bonne qualité en limitant le plus possible les pertes d'eau, car l'eau est un bien rare et on se doit d'en faire bon usage, tout simplement. La communauté de communes a mené un projet de télérelève des compteurs d'eau. Cette opération avait deux objectifs principaux. Premièrement, augmenter la qualité du service et le niveau de service rendu à l'usager en permettant des relèves d'index sans déplacement et donc sans la présence nécessaire des usagers à domicile si le compteur est à l'intérieur, en permettant des facturations sur la base d'index réels et de consommation réelle et non plus estimée, mais surtout par l'information des index quotidiens, de pouvoir alerter très rapidement les usagers en cas de suspicion de fuite après compteur sur leurs installations privatives. Ce qui leur permet d'être très réactifs pour déceler cette fuite et la réparer et ainsi alléger l'impact qu'aurait cette consommation sur leur facture d'eau. L'autre objectif principal était la préservation de l'environnement et l'économie d'eau, puisqu'en évitant les fuites trop importantes, cela permet de préserver la ressource. Le coût de cette opération est de 1 700 000 €, entièrement autofinancé par la communauté de communes. Ce dispositif permettra par ailleurs d'économiser plus de 100 000 € par an. Moi, ça fait 4 ans que je suis ici. J'ai la chance de pouvoir travailler avec les élus dans le cadre des conseils d'exploitation, eau et assainissement. Donc les conseils d'exploitation, ce sont des temps d'échange dédiés au sujet de l'eau et de l'assainissement. Donc dans ce cadre-là, je suis amenée à échanger sur des problématiques diverses et les aider à prendre des décisions, à les conseiller. Ici, j'ai la chance de pouvoir toucher un peu à tout et d'avoir du coup une vision globale de tout ce qui peut être un frein ou tout ce qui peut être un atout pour un projet. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement ici. Nous sommes sur l'emplacement de la future Step d'Apt du Chêne. C'est une station d'épuration intercommunale qui travaille pour la ville d'Apt, Gargas, Saint-Saturnin, Villars et bientôt une partie de Roussillon. C'est le chantier le plus important réalisé par la communauté de communes depuis sa création, soit environ 10 millions d'euros. Il est aidé par, d'une part, l'agence de l'eau, le département de Vaucluse, et principalement, il est autofinancé par la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon. On a fait 4 petites steps, donc j'ai un peu la fibre, si vous voulez, assainissement et eau potable. C'est du travaux public, c'est du travaux techniques, donc il faut aimer ça. Alors HMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est une compétence assez récente qui a été transférée des communes à la communauté de communes et que nous exerçons par transfert au Sénégal de Rivière qu'à l'Avant-Coulon.
Le GEMA, c'est donc uniquement la gestion des milieux aquatiques, ça veut dire tout ce qui fait la vie et la biodiversité sur notre territoire le long du Calavon et de ses affluents, bien sûr. Donc on entend par là les zones humides, on entend par là toute la biodiversité qui existe, qu'il faut protéger. Alors que le PI, c'est plus opérationnel, c'est comment faire en sorte que la rivière, qui peut être dangereuse par moment, n'apporte pas trop de dégâts en cas de crue, donc un programme assez consistant de travaux de protection. Le syndicat de rivière du Calavon-Coulon a aujourd'hui un programme de travaux, principalement à l'aval, qui consiste en un aménagement du cours d'eau, des berges de ce cours d'eau, un élargissement du lit par endroits, et puis surtout la construction de protection par des digues. Côté budget et côté dépenses opérationnelles, le syndicat de rivière, chaque année, a un ensemble de dépenses d'investissement de 2 millions et demi d'euros. Nous allons inaugurer prochainement l'hôtel d'entreprise qui se situe dans la zone des Bourguignons, qui va être très central. C'est une demande de l'entreprise, une attente, un établissement plutôt dirigé sur le numérique qui va aider par exemple les entreprises à pouvoir faire de la visioconférence, ne serait-ce que pour les embauches par exemple. Notre nouvelle zone labellisée, donc écozone, est pratiquement complètement vendue. On a une zone artisanale à terminer à Pierre-Rousset, qui est à cheval entre Roussillon et Goult. Nous sommes là dans le parc d'activités de Péréal. Sur les 39 lots disponibles, il en reste aujourd'hui une dizaine. Ça a permis le développement des entreprises présentes sur le territoire, mais qui permet aussi d'accueillir de nouvelles entreprises. Autour d'un environnement et d'un cadre préservé, nous disposons d'atouts considérables. Un tissu industriel construit autour de fleurons qui font la fierté de nos territoires. Un réseau d'artisans, de PME riche et dynamique. Le tissu économique se compose d'une diversité de types d'entreprises, de la PME à la TPE, à l'artisan, qui n'ont pas les mêmes besoins. Dans le cadre de notre stratégie de développement économique, nous nous sommes attachés à réfléchir sur comment promouvoir la compétitivité des entreprises. Un des axes choisis est la structuration et la qualification du parcours des entreprises. Nous avons donc organisé un maillage territorial autour des pôles de proximité, zones artisanales qui se trouvent principalement en milieu rural et qui accueillent plutôt des artisans, les pôles productifs dits support, qui peuvent recevoir des petites unités de production, et le pôle productif structurant, DAPT, qui concentre la plupart des entreprises du territoire. Notre objectif, c'est d'avoir la bonne offre au bon endroit, au bon moment. Depuis 2018, nous avons créé un nouveau mode de gouvernance avec la mise en place de comités de site auxquels sont conviées toutes les entreprises de la zone d'activité économique, nos services associés, le service patrimoine et les élus, pour travailler ensemble sur la redynamisation de ce pôle. Nous avons aussi signé une charte de bon voisinage, car le bon entretien des zones d'activité, c'est aussi l'affaire de tous. Au cours de ces différentes rencontres, nous avons élaboré un programme de travaux de près de 800 000 € et nous avons aussi candidaté au label régional Parc Plus, pour lequel nous avons obtenu la reconnaissance Parc engagé pour le parc d'activités de Péréal en 2018 et en 2019 pour le pôle structurant d'Apt Ouest, et nous visons le niveau 1 pour 2020. L'extension de la zone des Bourguignons nous a permis de réfléchir à la modernisation d'ensemble du pôle d'activité Apt Ouest et nous sert d'exemple sur la gestion durable d'un parc d'activités. Un autre projet d'envergure est la montée en gamme de l'offre de loisirs au plan d'eau de la Riaille. Ces nouveaux équipements sont venus enrichir les équipements déjà existants, notamment avec la création d'une aire de baignade aménagée en milieu naturel, un skatepark en partie centrale, un terrain de beach ball, un terrain de pétanque, le snack, un restaurant et d'autres espaces de détente. Ce projet d'envergure intercommunale d'un montant de 2 500 000 € a été financé par la communauté de communes bien sûr, mais également par l'État, la région et le département.
Nous avons fait preuve de beaucoup d'originalité en étant la première interco de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lancer un espace France Service à travers un autobus, donc quelque chose de totalement itinérant sur nos 25 communes, surtout avec l'arrivée massive du numérique et de l'Internet. On a dans nos milieux ruraux beaucoup de gens qui pataugent et ça va être une aide considérable. L'espace itinérant France Service, comme son nom l'indique, circule à travers les 25 communes de la communauté de communes pour permettre à tous les habitants et de la commune et de la France entière d'avoir un service de proximité à moins de 30 minutes. Dans ce lieu, ils pourront, grâce à l'accompagnement de 2 agents formés aux démarches administratives en ligne, être accompagnés, orientés et écoutés, que ce soit au niveau des démarches pour la justice, pour l'emploi, pour les impôts, par exemple pour des démarches concernant la famille. Donc c'est vraiment toutes les démarches administratives, mais pas seulement nationales, également pour les démarches qui concernent les services de la communauté de communes, l'eau, l'assainissement, la petite enfance, le conservatoire également, le tourisme éventuellement, et des organismes locaux, des partenaires locaux. Cazeneuve est un bon exemple pour ce dispositif parce qu'on est assez éloigné de tous les services publics qu'on aurait besoin. On a une population assez vieillissante, bien qu'on ait aussi des jeunes actifs avec des familles. Avec nos environ 500 habitants, situés à une dizaine de kilomètres d'Apt, 65 d'Avignon, 45 de Cavaillon. Si l'administratif vient vers nos administrés, c'est vraiment pour répondre à leurs besoins. L'essentiel de la demande va vers la préfecture avec tout ce qui est permis de conduire, carte grise, carte de séjour et tout ce qui est caisse de retraite, MSA, CARSAT. Là, on a un éloignement évident. Ouais. Évidemment, ce service est totalement gratuit et confidentiel. C'est un lieu d'écoute qui répond aux besoins des habitants. Autre compétence très importante, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui est à ce jour terminé. Ça nous permet d'avoir, comme son nom l'indique, une vraie cohérence sur notre territoire, sur nos 25 communes, de façon à ce que tout le monde puisse organiser son territoire tout en ayant un guide sur le terrain. Alors le SCOT, c'est un document de planification qu'on élabore à l'échelle d'un bassin de vie et qui permet de mettre en cohérence les différentes politiques d'aménagement du territoire menées par la collectivité. Concrètement, le schéma de cohérence territoriale permet de programmer le développement de l'urbanisation, la préservation des paysages, le développement des activités économiques sur une durée de 15 ans environ pour un territoire et donc de permettre aux communes de mettre en place les projets qui vont bien pour accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles activités, de nouveaux projets en fait. Ce travail-là a été mené dans le respect des principes d'urbanisme durable qui sont l'équilibre entre les espaces naturels, agricoles, le paysage et le développement urbain, le renouvellement urbain également, dans le respect aussi de la diversité sociale. C'est une élaboration que l'on a voulu co-construite, c'est-à-dire que l'on a ouvert très rapidement le dialogue dès le diagnostic avec l'ensemble des élus. Chaque maire a été rencontré. Le travail a été mené également avec les personnes publiques associées que l'on a mobilisées à plusieurs reprises. Donc ce sont les services de l'État, la région, les départements, le parc du Luberon, les associations, les chambres consulaires. Et on a également mobilisé les habitants et les associations. Dans la dernière phase qui était l'enquête publique, ce sont près de 1000 personnes qui se sont manifestées à l'occasion des permanences d'enquête publique et également sur notre site internet. Le PAD, le PADD, en fait c'est le projet politique du SCOT, de l'intercommunalité. L'élaboration du SCOT, c'est le projet en fait du territoire et de ce mandat depuis la fusion des 2 intercommunalités. Et je pense que c'est un vrai défi qu'ont relevé les élus, de pouvoir s'asseoir tous autour de la table et se mettre d'accord sur justement un projet global qui fixe un petit peu le tracé pour les 15 ans à venir. C'est une belle aventure. L'accueil des gens du voyage fait partie des compétences de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon.
Donc on est tenu de gérer la situation de ces gens du voyage qui sont installés depuis plusieurs décennies sur le territoire, au site dit de Roquefort. Rien n'avait été vraiment décidé et fait. Il y a à peu près 80 personnes qui se sont installées là et qui au fil du temps se sont plus ou moins sédentarisées, mais dans des conditions qui ne sont pas convenables. Nous avons lancé une étude dite de calibrage pour voir comment résoudre ce problème, comment faire le suivi des familles. Et puis il a fallu trouver des financements. Et là, on s'est adressé à la Commission nationale de lutte contre l'habitat indigne, ce qui est le cas. Et chose très importante pour la communauté, on a obtenu le financement maximum qui est de 100%. Donc on a de suite lancé l'opération. Là, actuellement, l'opération d'étude se termine et on va passer dans la phase de réalisation. La plupart veulent rester, donc ce ne sont pas vraiment des gens du voyage, c'est des gens qui se sont sédentarisés au fil des années. Donc on va leur permettre de vivre normalement dans toutes les règles de sécurité qui s'imposent maintenant. Et voilà, c'est tout simplement ça. Alors c'est un gros challenge, je dirais. Normalement, ça devrait quand même être bénéfique pour tout le monde et surtout, bien évidemment, c'est le but pour les familles qui sont là. Alors on est devant l'hôpital d'Apt, la ville centre de notre communauté de communes. Et c'est un endroit très important pour toute la population et pour la communauté de communes aussi qui travaille beaucoup sur la santé. Et notamment, nous sommes en rapport avec les services de l'État, avec l'agence régionale de santé, la ville d'Apt, pour signer ce fameux contrat local de santé, développer les services de santé au mieux dans notre territoire. C'est pas simple à réaliser, mais aussi c'est de faire de la prévention. Donc il y a des réunions qui se passent avec tous les partenaires. Ça nous permet de cibler les populations fragiles, de voir quels sont les enjeux du territoire, voir s'il y a des problématiques particulières. Alors l'hôpital d'Apt, c'est comme tous les hôpitaux du territoire national. Actuellement, il y a des difficultés partout, des difficultés financières. Donc il faut se défendre. La communauté de communes a fait déjà des motions pour maintenir au maximum les services de l'hôpital. L'objectif très important, c'est de maintenir quand même au maximum les services de soins, tout ce qui est urgence. Et ça, c'est très important. Et pour ça, il faut que nous, on continue à travailler parce que là, il y a moyen quand même de soutenir les urgences. Ça peut être aussi dans le cadre, pour le mandat à venir, d'une prise de compétence au niveau de la communauté de communes. Il consisterait à organiser les maisons de santé dans les communes voisines qui sont considérées comme des pôles d'attractivité et de favoriser la mise en place de maisons de santé, favoriser la venue de médecins, peut-être salarier même des médecins, ça se fait de plus en plus dans les communautés de communes, et puis d'organiser tout cela de manière à ce qu'il y ait de plus en plus de services à proximité des gens. C'est peut-être à nous, communauté de communes, de prendre ça en main au sein d'une compétence nouvelle. La communauté de communes Pays d'Apt-Luberon, depuis fin 2017, en partenariat avec la communauté territoriale Sud-Luberon, s'est engagée dans l'élaboration d'un plan climat-air-énergie territorial, qui est une obligation réglementaire depuis le décret de 2016 pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Donc le plan climat, c'est vraiment l'outil opérationnel de la mise en œuvre de la transition énergétique sur le territoire. Plusieurs secteurs sont abordés, le résidentiel, les déchets, l'industrie, l'agriculture, la forêt, les transports évidemment. Et ces secteurs sont abordés dans un double objectif. Le premier, c'est de diminuer les consommations énergétiques de ce secteur, et le second, c'est de développer les énergies renouvelables. Début juillet 2019, un grand séminaire avec tous les élus a été organisé et a permis de définir les grands objectifs stratégiques de ce plan d'action en faveur de la transition énergétique. La concertation avec le grand public et les associations a été une spécificité importante de la méthodologie déployée dans le cadre de ce projet, qui a permis d'enrichir toutes les réflexions qui ont été menées pour construire le plan d'action de ce vaste document. Ce document constituant ainsi la trajectoire à l'horizon 2030 de la stratégie de transition énergétique du territoire. Dans le cadre de la rénovation énergétique, il avait été demandé aux collectivités de faire des efforts sur la carburation de leurs véhicules. Il a fallu donc réfléchir aux différentes possibilités qui s'offraient à nous. Le gaz de ville permettant de répondre à des besoins bien plus pertinents que les véhicules électriques, la communauté de communes s'est engagée sur cette voie dès 2016.
Donc derrière moi, une station qui ravitaille les véhicules qui fonctionnent au gaz de ville. Il concerne la flotte de la communauté de communes, de la ville d'Apt et les bennes à ordures du CIRTOM. À ce jour, le CIRTOM avitaille 3 bennes à ordures. La communauté de communes a une flotte de 6 véhicules et la ville d'Apt a une flotte de 5 véhicules. Des nouveaux véhicules sont d'ores et déjà prévus puisque la ville de Saint-Martin vient de commander un petit véhicule frigorifique et la commune de Gargas vient de commander un camion. En termes environnementaux, les véhicules permettent de réduire de façon drastique les gaz à effet de serre et de supprimer totalement les émissions de particules fines. Le coût de ce projet, hors flotte de véhicules, représente environ 260 000 €. Il a été obtenu 80% de subventions auprès de différents partenaires comme l'État, la région ou bien l'ADEME. Ça fonctionne exactement comme une station à carburant classique. Les véhicules rentrent sur le parc, viennent au niveau de la pompe, branchent, ouvrent et se servent. Les véhicules de petit gabarit sont des véhicules dits hybrides. Ils ont aussi un petit moteur essence, alors que les bennes à ordures ménagères du CIRTOM sont 100% gaz. La communauté de communes est très fière d'être précurseur en la matière. Nous sommes la première station intercommunale de Vaucluse et une des toutes premières en PACA. Le directeur général des services est la clé de voûte entre la bonne gestion des services de la communauté de communes et la gouvernance politique. Alors la gestion des services à la communauté de communes, c'est 200 agents qui accomplissent tous les jours leur travail au sein de services extrêmement variés et diversifiés. Ce sont des services à la population qui sont forts, la petite enfance, l'enseignement musical à travers le conservatoire de musique à rayonnement intercommunal. C'est également des services techniques, puisque aujourd'hui nous gérons l'adduction d'eau potable, nous gérons les services d'assainissement. C'est bien évidemment tous les métiers qui permettent de faire fonctionner cette administration, des services financiers, des services ressources humaines, un service juridique, un service de la commande publique, un service communication qui permettent effectivement d'assurer la bonne gestion de l'ensemble de cette structure. Quant à la gouvernance politique, le directeur général des services a notamment la responsabilité de la légalité des actes et des décisions prises par les élus au sein du conseil communautaire et du bureau communautaire. Et là, mon rôle, effectivement, est d'assurer la bonne cohérence de la mise en œuvre de ces décisions d'élus. Parallèlement à l'action des services de la communauté de communes, cette dernière a également choisi d'accompagner la gestion des maires, la gestion des communes, à travers effectivement des mutualisations au bénéfice des habitants. Dans les tâches qui m'incombent, il y a notamment un temps fort, c'est la préparation et l'exécution du budget de la collectivité. C'est extrêmement important puisqu'il s'agit de financer les projets décidés par les élus au cours du mandat. J'ai eu le plaisir et l'honneur de conduire pendant tout ce mandat les différents budgets sous la responsabilité du président. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement. C'est l'un de ceux qui permet d'avoir la vision globale du fonctionnement d'une collectivité. Nous avons 11 budgets avec un budget principal et du travail. Les ressources de nos différents budgets viennent principalement à la dotation de l'État, des impôts que payent à la fois les particuliers, les entreprises bien sûr, et puis pour les budgets annexes, c'est le service qui est payé par l'usager. La politique que l'on mène est une politique qui doit être raisonnable, raisonnée, mais ambitieuse. La solidarité, c'est l'essence même de l'existence de la communauté de communes, quelle qu'elle soit. On le traduit sur un plan budgétaire par des enveloppes assez importantes. À titre simplement d'exemple, il y a plus de 4,5 millions d'euros qui sont reversés de la communauté de communes vers les communes au titre de l'attribution de compensation. C'est un mécanisme assez subtil qui montre que des compétences ont été transférées des communes vers la communauté de communes et que la communauté de communes, en fonction de ses moyens, reventile une partie de ces sommes dont elle dispose vers les communes.
Le service patrimoine et travaux, c'est un service transversal au service de toutes les compétences de la communauté de communes. Nous assurons les investissements mobiliers, c'est-à-dire véhicules, informatique, et nous assurons aussi la gestion des consommables. Alors les consommables, ça va des couches pour les crèches jusqu'aux compteurs électroniques pour le service des eaux. Les investissements sur ce mandat ont été très importants. Le deuxième chantier à faire, après la zone de Péréal, qui a été notre premier chantier, ça a été de construire un bâtiment pour ERDF qui occupait la moitié des locaux administratifs actuels. Et la dernière des missions, c'est d'assurer l'entretien de tout ce qu'on a construit. C'est-à-dire aussi bien cette zone là où nous sommes, l'entretien du matériel, l'entretien des espaces verts, la réalisation des appels d'offres, des marchés, nous gérons tout ça. Notre mission, nous en tant qu'élus, c'est de faire des choix au cours de chaque réunion de chantier. C'est vraiment le rôle de l'élu, à assister des gens qui vont utiliser ce lieu pour pouvoir faire de ces investissements des ensembles cohérents. Un chantier en particulier dont je suis très content aujourd'hui, on termine le mandat, de livrer la pépinière d'entreprise et le plan d'eau. On a commencé par le snack et les jeux d'eau qui avaient été décidés lors du précédent mandat. Il y a eu les deux phases, la première phase qui a été la piscine flottante et la deuxième phase, le skatepark et beach volley, terrain de pétanque, et grande esplanade ici. C'est vrai que c'est assez satisfaisant de quitter cette fonction et de voir le travail qui a été fait pendant 6 ans et de terminer par des chantiers qui sont très visibles du public. Alors le défi de la fusion, ça a été vraiment de pouvoir exercer toutes nos compétences, puisque les compétences étaient un petit peu différentes dans nos deux intercos, de façon efficace et avec succès. Si je devais citer 2 enjeux pour le mandat à venir, le premier enjeu, c'est la question de la démographie de notre territoire. L'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir développer des politiques autour de la jeunesse et autour de la formation. Le second défi du mandat, ce sera la question de la transition énergétique et du développement durable. Il est clair, notamment en matière de construction, d'habitation, de logement, de déplacement, que ce territoire aborde la diversification en termes de production d'énergie renouvelable à travers des filières telles l'énergie photovoltaïque ou la méthanisation. Il y va effectivement de l'équilibre en termes de bilan carbone du Pays d'Apt-Luberon. Et je pense que petit à petit, avec la bonne volonté de tout le monde, de nos 25 communes, nous arrivons aujourd'hui à exercer ces compétences de façon efficace et surtout équitable.